bienvenue à l'Alcazar. Hein. On commence toujours nos conférences, nos rencontres par ces quelques mots. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Alors aujourd'hui, on a un événement un peu particulier, un événement qui sort de l'ordinaire. On a la chance, on a l'honneur d'accueillir M. Ruffo qui vient nous parler notamment de son livre « Autoportrait en thérapie », mais pas uniquement, et qui vient nous parler de ses liens avec Marseille. Et sans plus attendre, comme vous êtes venu pour lui, je vais commencer par juste une première question. Alors, Monsieur Ruffo, j'ai quand même étudié un peu votre biographie avant que vous veniez. Vous êtes Toulonnais d'origine, né à Toulon. Mais par contre, vous avez fait toutes vos études à Marseille, vous avez eu beaucoup de liens à Marseille. Et parlez-nous justement un petit peu de ces liens que vous avez avec notre ville, qu'on aime tant, qui parfois nous énerve aussi. Alors, oui, je suis né à Toulon, mais je suis venu à la capitale, c'est-à-dire Marseille, et faire mes études, quoi. D'accord. Sachant que vous allez tout de suite comprendre que j'ai pas l'accent marseillais, j'ai l'accent toulonnais, qui est beaucoup moins vulgaire, quoi. Donc il y a ça. Alors, et le lien avec l'Alcazar est majeur, quoi. Donc je viens faire mes études à Marseille en 1961. Ça fait un moment. Et on vient à l'Alcazar avec mes copains toulonnais pour la majorité. On faisait physique, chimie, biologie à Saint-Charles, juste à côté, quoi. Et on vient à l'Alcazar écouter les Jazz Messengers en concert. Dans l'Alcazar, qui était la salle de spectacle célébrissime de Vincent Scotto, de Fernandel, de Montand, etc. Et donc, moi, ici, revenir à l'Alcazar aujourd'hui, c'est pour moi mettre mes pas dans cet adolescent que j'étais, qui était venu à Marseille, et j'étais venu à Marseille en Vespa de Toulon. Il n'y avait pas l'autoroute, j'avais fait le camp, et donc j'avais la Vespa, donc j'étais bien, je circulais correctement à Marseille, beaucoup mieux que maintenant où j'ai pris l'allée de bus, où je me suis trompé, enfin bref, donc je regrette ma Vespa. Et donc, dans l'Alcazar, c'est d'abord ce souvenir. Mais Marseille, quand je dis que je suis toulonnais, il faut quand même que je complète. J'avais, il y a quelques années, fait une émission avec Iso, et on parlait, lui et moi, du Panier. Panier où est né et où a vécu mon grand-père maternel, Bianco, qui était un napolitain classique. Donc cette vague migratoire des années 1900-1910, donc avant même les deux guerres, quoi, vague migratoire pour les difficultés de vie, du cibo, de manger, qui était central chez les Italiens de cette époque, d'ailleurs qui faisaient tous, après un diabète, à force de pouvoir bien manger, un peu comme maintenant les Comoriens qui ont un surpoids. Les gens pauvres, lorsqu'ils émigrent dans un pays où ils peuvent manger, mangent trop, quoi, comme un succès de pouvoir manger, ce qui était le but de leur mission. Alors le Bianco, j'ai retrouvé sa trace de manière incroyable lors d'une consultation où quelqu'un me dit « Ah, mais votre grand-père, mon arrière-grand-père l'a connu. » Alors, oui, mais Bianco, il vivait au Panier. Et alors, le Bianco, je vais vous raconter un truc incroyable. Vous savez ce qu'il faisait comme activité? C'était un gros napolitain, donc il adorait être au soleil. Et il faisait la danse du ballet. La danse du ballet, vous savez, vous avez un ballet, vous tapez dans les doigts, et quand il n'y a pas de cavalière ou de cavalier, on danse avec le ballet. Donc voilà mes origines marseillaises, la danse du ballet de Bianco, de Victor Bianco. Alors, pourquoi il cibo, pourquoi Ricci, les oursins, pourquoi cette italianeté qui m'est revenue? D'abord pour plusieurs raisons. Je crois que, puisqu'on est ici au bord de la Méditerranée, de Mare Nostrum, il faut bien comprendre qu'on n'a pas d'avenir si on n'a pas de passé. Et donc, souvent, dans les migrations, il y a une perte, quoi. On part d'un pays parce qu'on est malheureux, et on oublie le pays. Et même, par certains aspects, la génération qui naît en France oublie le pays parce que dans l'assimilation, dans l'inclusion, il y a le fait d'oublier ces moments douloureux de l'origine. Mais moi, dans l'organisation de ma famille, il ne me restait qu'une grand-mère.
redoutable, qui, elle, avait émigré à 16 ans, née à Imperia, donc, et qui vendait qui d'abord a travaillé à la Plaine pendant un certain moment, au cours Julien, puis après qui est allé vendre à Toulon, quoi. C'est pour ça que je suis né à Toulon. Et mes parents. Alors, mes parents, fils de migrants, tous les deux. Mon père, lui, était un peu plus. Donc, il était un peu plus des Abruzzes. Il était des Abruzzes. D'ailleurs, sa mère s'appelait Abruzzese, et donc, bon, on est bien d'accord qu'il venait des Abruzzes. Alors que moi, du côté maternel, c'est plutôt Liguria, Pisani, et donc ces gens de la frontière, quoi, qui émigraient à pied, comme Max Gallo dans l'Hérital, où il montre bien que les Italiens ont émigré à pied en traversant la frontière à pied, un peu comme les migrants maintenant. Lorsque vous passez à Ventimille, il y a maintenant un panneau attention piéton, quoi. Les migrants qui traversent à pied la frontière pour chercher une autre vie, quoi. Et donc cette grand-mère, elle m'a réitalianisé totalement. Et je la remercie à distance, quoi. Par exemple, elle ne discutait pas. Elle disait à mes parents, bon, je pars en Italie avec le petit. Et mon père n'avait rien à dire, hein, on est d'accord. C'était mater familias, quoi. On parle toujours du patriarcat. Moi, je pense que plutôt que les Étrusques, dont elle était originaire, le pouvoir des femmes était beaucoup plus fort que le pouvoir des hommes, quoi. Mais enfin bon, qu'il y ait la parité, c'est génial, on ne discute pas. Mais elle était matriarcale, quoi. Donc elle m'a mené, par exemple, dans des voyages incroyables. Elle m'a mené, par exemple, voir la liquéfaction du sang de San Gennaro. Tu t'imagines la peur d'un petit garçon. Elle me dit, voilà, regarde bien, le sang va devenir liquide. Le sang, tu vois, pour les phobies de la petite enfance, c'est comme ça que tu deviens pédopsychiatre, quand tu es attaqué par une grand-mère aussi redoutable, quoi. Et puis, on allait évidemment voir le pape, parce que comme toute ma famille était communiste, il disait aussi que quand même, aller à la messe, ça peut servir. C'était des communistes italiens. Donc, bon. Et donc, dans ce courant matriarcal féminin, j'ai eu aussi l'extraordinaire. Alors, on m'a mené, par exemple, au Trastevere à Rome, où, donc, comme j'étais l'homme qui l'accompagnait, on buvait du Vermentino. Donc, elle me servait un verre de blanc. Et moi, hop, très tôt, je buvais des verres de blanc. Ce qui fait qu'après, à Marseille, chez Maurice ou chez elle, à quartier de l'Opéra, j'ai exagéré un peu avec la bibine. Ça, c'est vrai aussi. J'avais une addiction un peu particulière à cause de ma grand-mère. Et en même temps, elle m'a réitalianisé de manière beaucoup plus affective et géniale. Elle m'a fait retrouver mes cousins, les enfants de sa tante qu'elle adorait, quoi. Donc vous voyez, un truc très, très éloigné, sur lequel j'allais tous les étés. Mes parents à Toulon vendaient sur le marché. Ils étaient revendeurs en fruits et légumes. Et c'était génial d'avoir comme ça une origine modeste, quoi. Tu vois, quoi que tu réussisses, tu as réussi. Donc c'était génial d'être d'origine modeste. On dit souvent parce que l'égalité des chances qui n'existe pas quand tu as une famille qui te donne les codes, en général, tu sais. Mais quand tu as une famille qui n'a pas de code, si par un chemin de traverse, tu t'engouffres dans une petite voie, c'est génial. Tu as l'impression narcissiquement d'être l'ancêtre d'une famille qui est la tienne. Donc vous voyez un truc un peu de ce style. Et là, j'avais deux cousines géniales. Je reviens au cibo. Dont il y en avait deux, Lisa et Ezia. Ezia était Sophia Loren, avec tous les excès, l'humour, les gros mots. Elle m'apprenait porca vacca, pelendrone, affanculo, tous les trucs merveilleux pour apprendre une langue, quoi. Et Lise a été angélique, belle comme tout, donc je voulais l'épouser, quoi. Je faisais un Oedipe sur ma cousine de 16 ans, merveilleuse plongeuse, nageuse, pendant que Ezia, elle, me balance dans le port d'Imperia à 4 ans en me disant « t'as qu'à nager maintenant ». Et donc je reviens, je me noie, quoi. Donc Ezia, c'était ça. Et donc Lisa devient en quelque sorte ma deuxième maman, quoi. D'autant que, étant placé des étés entiers à cause du fait que les revendeurs travaillaient l'été, quoi, et que je ne pouvais pas rester derrière le banc, il n'y avait pas... Je ne suis jamais allé à l'école maternelle, il n'y avait pas de crèche, il n'y avait pas les moyens de me mettre en halte garderie, etc. Ça n'existait pas, hein. Et donc, j'étais à Imperia dans une famille de pêcheurs, quoi.
Et donc j'allais à la pêche avec eux, je partais le matin à l'aube, sarper les filets, etc. On rentrait avec vente de terre, on partait vente de mer, on revenait, tu vois, à la voile, hein, à la voile avec le pic. Donc ma passion pour la voile vient certainement de là, quoi. Et donc cette Lise après est amoureuse quand même. Elle est amoureuse et moi je suis jaloux. Et le mec s'appelle Angelo. Bon, un ange et Lise, ça devrait aller, quoi. Mais les anges sont souvent stériles, quoi. On est d'accord, hein, ça. On n'a pas vu de petit Angelo enceinte, ça n'existe pas. Et Lisa et Angelo ne vont pas avoir d'enfants et je suis leur enfant, quoi. Et je suis leur enfant. Je suis leur enfant. Et Lisa, il y a quelque temps, pendant cette sale d'épidémie, elle est morte, quoi. Elle est morte d'une maladie aggravée par la Covid-19. Et j'ai pas pu l'accompagner, quoi. J'ai pas pu. Je l'avais vu un peu avant, heureusement, avant qu'elle soit hospitalisée. Je l'avais vu, mais j'ai pas pu être là au dernier moment. Et donc, dès que c'est fini, je vais voir Angelo, qui a 90 ans en août, là. Il aura 90 ans, Angelo, toujours en pleine forme. Il n'a plus le permis en Italie. Il supprime le permis à un certain âge. On ne peut plus circuler sur les autoroutes. Et donc, on a simplement 25 km. Enfin, il y a des règles et un examen médical, ophtalmo, etc. Enfin, bref. Et donc, il cibo, justement, pour revenir au repas, à la nourriture. Je ne voulais pas monter dans leur maison parce que il me manquait sa présence, quoi. Je ne voulais pas. J'ai dit, tu sais, je lui ai dit... non ce la faccio, j'y arriverai pas à salire à casa tua, à casa vostra, puisque c'est plus votre maison, c'est casa tua. Et donc il me dit, faccia pure, je m'en occupe, tu vas voir. Et donc il me dit, quand j'arrive, donc je suis en bas de chez eux, c'est sur le port de Porto Maurizio, et là il me dit, on va chez les voisins. Les Corses disent un truc très beau. Il y a un proverbe corse qui dit « I vicini son cugini ». Les voisins sont des cousins, quoi. C'est un très très beau proverbe corse. Un très très beau... Et puis quand on est au panier, les Corses et les Italiens, on est là ensemble, quoi. Et donc les voisins m'ont fait un repas. Et ils m'ont fait le repas de Lisa. Les raviolis à la main, avec les pinoli. Ils ont poussé le lusque jusqu'à faire, pour agrémenter les petites saucisses, d'aller les acheter dans le charcutier où depuis 40 ans elle achetait là. J'ai eu torta verde avec les pinoli. Et après, ils ont raté qu'un truc. Ils ont les petits fours qu'elle m'achetait et qu'elle m'offrait, ça a fermé. Ils étaient moins bons que ceux de Lisa, mais je ne l'ai pas dit. Et vous voyez, j'ai trouvé ça fabuleux, quoi. Comme harmonie et comme l'histoire du passé qui ressurgit. Et donc, vraiment, puisqu'on parlait des religions et des coutumes, je crois que dans la tradition hébraïque, il y a quelque chose qui est très beau, c'est pas le paradis ou l'éternité, c'est que quelqu'un est mort quand on ne pense plus à lui. Et vous comprenez bien que Lisa n'est pas morte, puisque déjà, en commençant mon propos avec vous, je l'évoque et elle est là, quoi. Et vous l'avez perçue comme cette fille ravissante, surmoïque, impeccable, 10 fois plus surmoïque que ma mère, qui était déchaînée, théâtrale. Lise a été posée, respectueuse de tout, respectueuse des autres, alors que ma mère, c'est ma mère, quoi. On ne va pas en discuter. Ma mère, elle était un peu différente. Donc, vous voyez, c'est ça que je voulais dire en rentrant à l'Alcazar. C'est une flopée de souvenirs qui arrivent en moi. Et donc, c'est l'exercice que j'ai fait dans ce bouquin, là, ce petit bouquin qui est en livre de poche, là, où je mélange les cas cliniques, que j'ai rencontrés, je les romance un peu, je les différencie un peu, parce qu'il y a même dans le livre une histoire que j'ai racontée, un peu trop précise, et la gosse m'a téléphoné pour me dire je suis pas contente, on me reconnaît trop, tu vois. Et donc, maladresse de ma part, il faut faire attention, hein, à la confidentialité, le trésor partagé des histoires, c'est que parfois il faut être un peu prudent à les raconter, donc il faut un peu les masquer. D'ailleurs, tout à l'heure, quand on parlera, je vous donne un conseil. Si vous parlez de vous, vous dites « j'ai une amie qui a un petit-fils », donc ça on sait que c'est pas vous, d'accord? Vous dites que c'est quelqu'un d'autre.
Comme ça, on est tranquille. Et donc, vous voyez, c'est ça le propos. En plus, à l'époque où la pédopsychiatrie change beaucoup, elle devient thérapie cognitivo-comportementale, Arioke, Ayamoke, elle devient neuropsychologie, elle devient bilan neurologique, médicaments, etc. Moi, je suis d'un temps où la pédopsychiatrie, c'était la narration, quoi. La narrativité, le fait de l'histoire comme soin, l'histoire des sujets comme possibilité de soin. Donc c'est vrai que par certains aspects, là, je suis une archéopsie, mais je m'en fous, je ne suis pas curable, hein, je vais rester un archéopsie pour toujours. Et c'est cette histoire c'est ce partage d'histoire, et même plus sur un plan, alors c'est un peu compliqué, mais phénoménologique, c'est une conscience qui interroge la conscience. C'est-à-dire que quand quelqu'un me raconte une histoire, finalement je deviens lui, j'essaie de m'identifier à sa conscience pour mieux le comprendre. C'est toute la problématique de l'empathie sensible par rapport à la neutralité bienveillante. Je ne suis pas neutre. Hein. Je ne suis pas neutre comme un mec. Hein. Je ne suis pas neutre. Je n'arrive pas à être neutre. L'autre jour, j'ai vu une gosse qui avait un cancer à 17 ans. Cancer pas bien curable malgré les progrès de mes camarades oncologues. Et je suis rentré chez moi et j'ai mal dormi toute la nuit avec cette rencontre, quoi. Parce qu'elle me dit, je voudrais que vous m'aidiez à mourir. Je dis, je vais avoir du mal, tu sais. Je ne sais pas si tu as frappé la bonne porte, mais je veux bien te revoir pour qu'on parle de ta désespérance, mais t'aider à mourir. Honnêtement, j'y arriverai pas, quoi. Vous voyez, c'est d'ailleurs tout le problème du débat là, qui va avoir lieu sur la fin de vie. D'accord pour moi. Si je fais un truc de démence, si j'ai un cancer incurable, donnez-moi des gouttes. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec des gosses comme elle, incurables? On va les euthanasier. On va les euthanasier à 16 ans, elle a 17 ans. Je crois pas. Tu vois, on est... Et comment avec tous les gosses que je vois, mélancoliques, suicidaires, qui disent « je veux mourir », on leur dit « ben oui alors, puisque tu as choisi de mourir », tu vois, c'est un problème, j'allais dire, très insoluble. Hein. Un problème qui va être un problème débattu, redébattu. Et... Alors on a quelques exemples en Belgique, en Suisse, mais pour les enfants, ils ne sont pas très à l'aise. Hein. C'est-à-dire, et donc autant pour les grands, je crois que c'est vraiment acceptable. Le pire, à mon avis, c'est même pas la maladie, c'est la démence, quoi. Lorsque, par exemple, ta mère ou ton père ne te reconnaît plus. Et que tu as des pensées terribles qui t'envahissent en disant c'est plus elle, je voudrais que ça se termine, tu vois. Tu vois, des pensées négatives qui apparaissent sur ton père ou ta mère à cause du fait que c'est plus ton père ou ta mère, en fait. Que c'est plus la personne avec laquelle tu as eu ces relations affectives ou même contradictoires. Et donc, voilà. Donc, la narrativité, ce qui peut nous sauver, c'est peut-être les histoires de vie, les histoires de vie, vous voyez, la pulsion de vie. Moi, je suis un pédopsychiatre optimiste. Hein. Je ne suis pas pessimiste. Je n'ai jamais été pessimiste. Je suis un psychiatre qui a de la chance, tu vois. Donc, comme j'ai de la chance, je suis optimiste. Donc, et c'est ça, quoi, ma carrière et ma relation avec l'Alcazar et Marseille. Je ne sais pas si j'ai répondu. Vous avez répondu merveilleusement. Vous parlez des Jazz Messengers. Moi, j'adore les Jazz Messengers. Hein. C'est un groupe de jazz des années 60. Et vous avez eu la chance de les voir. Justement, vous parlez de musique, d'Alcazar. Est-ce que vous étiez un grand mélomane? Est-ce que vous alliez au concert? Jazz. Je parlais des Cannonball Adderley, de Nat Adderley. Quand j'étais adolescent à Toulon, on avait un bistrot, le Neptunien, sur le port, où on passait notre vie. C'était avant les réseaux sociaux. Avant les réseaux sociaux, les adolescents allaient au bar, buvaient un café et parlaient toute la journée. C'est exactement comme les réseaux sociaux, d'ailleurs. On n'était pas sur la toile, mais on était dans les bars, quoi. On était dans le bar avec un café, on restait toute la journée au bar. On répétait des choses sans arrêt, on refaisait le monde sans arrêt, exactement comme ils font sur les réseaux sociaux, avec plus de matos, plus de matériel. Maintenant, ils ont le monde entier dans la poche, purée. C'est rigolo. Hein. Donc, ils ont cette capacité. Mais nous, on refaisait tout. Et le patron du bar, un Marseillais, Sbrigilo, un Italien, ayant émigré de Marseille à Toulon, il avait fait l'inverse, lui, qui était le patron du bar, était un fou de jazz. Donc, tu étais obligé, quand tu arrivais au NEP, de mettre au jukebox une pièce.
et de choisir un morceau. Alors Thelonious Monk, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, etc. Et donc Lester Young. Et donc ce qui est fabuleux, c'est qu'il y avait à l'époque Château Vallon et que ces jazzmen venaient au NEP, parce que le NEP c'était aussi un endroit possible pour l'opium, l'héroïne. Il y avait du matos aussi au Neptunien, à l'endroit où on allait, quoi. Et donc ils venaient là, et donc on côtoyait ces jazzmen, quoi. On côtoyait les types qu'on mettait dans le jukebox. Donc c'était, et donc quand on est arrivé à Marseille, les Toulonnais qui faisaient avec moi médecine à Saint-Charles, quand on a vu Nat Adderley, Cannonball à l'Alcazar, évidemment, on s'est précipité. Et donc c'était le jazz à cause, vous voyez, de ce tropisme vers un bistrot toulonnais sur le port où le jazz était obligatoire, quoi. L'Alcazar, c'est vrai que ça a été une grande salle de spectacle où passaient toutes les plus grandes stars de l'époque, c'est-à-dire réputée être une salle très difficile, parce que le public marseillais était réputé assez cruel et généralement venait à l'Alcazar avec des tomates. Et donc il fallait effectivement se produire de manière optimale, sinon on pouvait déchaîner la foule. Heureusement qu'aujourd'hui la foule est beaucoup plus calme à l'Alcazar. Cette vie à Marseille, moi j'ai lu votre livre. Vous êtes un merveilleux conteur, un raconteur d'histoire. Et c'est vrai que je me reconnais aussi personnellement dans votre parcours. Moi aussi j'ai des origines italiennes. Et c'est vrai que... Et c'est vrai que vous avez parlé un peu de la transmission, en fait, ce côté... la transmission par rapport justement à nos racines, à nos souvenirs. Vous en parlez un petit peu dans les cas que vous soignez et que vous citez dans le livre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Est-ce que de génération en génération, en fait, de manière, même sans la parole, on se transmet quelque chose qui remonte à très loin? Alors, je me demande si même on se transmet pas des choses inconsciemment. Alors, je vais m'expliquer, c'est un peu compliqué. Je parlais de ma grand-mère redoutable, celle qui m'a mené boire du Vermentino. Mais les autres, ceux des Abruzzes, sont inconnus, quoi. Ils étaient morts avant que je naisse, donc ils sont des personnages fantasmatiques. Qu'est-ce qui, dans l'organisation de mon psychisme, vient de cette partie-là? La partie maternelle, je l'aperçois. J'ai parlé de Lise, etc., tout ça. Mais la partie paternelle... Et alors, une fois, je suis allé dans les Abruzzes, dans le village d'origine, donc de ma part paternelle, dont le maire, le sindaco, a une fille qui est psychologue à Rome et qui veut toujours que je fasse quelque chose, un exposé à Castelnuovo, sul Volturno, etc. Bon. Alors, j'y vais un jour. Je vais faire un exposé dans le village. Et là on me raconte les histoires de Clemente. Clemente, mon grand-père paternel, réapparaît, quoi. Clemente, il avait 3 métiers. Il gardait les magasins la nuit, il était tueur à l'abattoir, il vendait sur le marché. Pourquoi il avait 3 métiers, ce mec? Alors, il avait 3 métiers parce qu'il voulait acheter des terrains dans son village où le soleil ne se couche jamais. Et il entourait le village de terrains qu'il achetait. Et puis, il avait acheté aussi une maison à 4 pans, ça coûtait que dalle, de toute beauté sur la place du village. Tout ça a été à sa mort. Alors, il va mourir comment? Il va mourir parce qu'il adorait sa grand-mère. Donc, tu vois, une grand-mère, une arrière-grand-mère qui réapparaît. Et donc, il supportait pas de ne pas voir sa grand-mère. Et un jour, il monte au village à pied. Il n'y avait pas de possibilité de transport. Ça monte beaucoup. Et il fait un œdème aigu du poumon. Il fait un OAP. Il n'y a pas de médecin, évidemment. On lui met des sangsues, ce qui est le traitement médiéval, et pas bête, sur l'OAP, mais il meurt. Il meurt, et je vois un homme, là, qui me dit « Mon père a habillé ton grand-père, parce que même mort, un homme ne pouvait pas être habillé par les femmes à cette époque. » Et donc, je demande au maire... J'ai dit, on n'a pas payé les droits pour le tombeau. Il me dit, oh, t'as rien à payer. Il y a un peintre célèbre qui est mort dans le village, on l'a mis avec ton grand-père. J'ai dit, d'accord. On l'a mis dans le tombeau avec mon grand-père. Donc le peintre me fait faire des économies. Mais je vais quand même me recueillir sur la tombe
de mon grand-père. Et là, je vois mon arrière-grand-père, dont j'ignorais même le prénom, Biaggi. Biaggi Ruffo. Et je dis, et je demande aux gens du village, ce Biaggi, il y a quelqu'un qui me dit, mais Biaggi est très célèbre. Tu sais pas, ton arrière-grand-père? Alors je dis non. C'est le seul type du village qui savait lire, et on lui faisait lire et écrire tous les documents qu'on avait. Donc, purée, quel héroïsme, quel sentiment d'orgueil. Et tu vois, on perd des tas de choses comme ça. Le passé est une perte parce qu'on ne cherche pas assez dans l'intergénérationnel, dans le transgénérationnel, des trucs d'héroïsme qui peuvent nous aider, quoi. Alors, est-ce que ça se dilue pas? Est-ce que, par exemple, ma petite fille, notre fille unique, a épousé un Strasbourgeois? Donc là, déjà, tu vois, c'est, le métissage, l'exotisme, pour moi, c'est Strasbourg, hein, c'est pas le Sud. Ce mec, il aime la choucroute, il est gentil, mais il aime la choucroute. Bon. Et Louise, en plus, qui a tiré vraiment de la part paternelle, quoi. Elle est blonde, aux yeux bleus, tout ça, bon. Elle n'a rien à voir avec le côté latin de sa mère, de moi, de mon épouse, tu vois. Peut-être un peu plus de mon épouse à cause des yeux qu'elle a, des yeux verts qui ressemblent aux yeux de ma femme. Bon, elle a au moins quelque chose qui est sympa au niveau de la filiation. Et donc, Louise, par exemple, j'essaie de lui raconter ça. Et j'attends. Je voudrais vraiment survivre encore un peu pour l'amener en Italie, quoi. Lui faire le voyage en Italie à la Stendhal, tu vois, le grand voyage, le grand tour, tu vois. J'aimerais. Alors son père, quand même, pour être honnête avec l'Alsacien, il a fait le grand tour avec un copain à lui qui était dans sa promo et il a fait le grand tour. Donc rien n'est perdu peut-être avec l'Alsace. Et puis en vélo, le truc des vins d'Alsace, tout ça, ça peut être sympa aussi, hein. La petite France, c'est vraiment très joli à Strasbourg. Bon, je ne suis pas raciste quand même. Je ne peux pas l'être. J'ai aucune possibilité de racisme. Et donc, je pense qu'on perd beaucoup. On perd, mais il reste des trucs. Je pense que le goût de la lecture, j'imagine, mais c'est fantasmatique. Est-ce que ça ne me vient pas de Biaggi, quoi? Est-ce que Biaggi n'a pas complètement pénétré notre fille Alice, qui a réussi Ulm, Normal Sup, tu vois, en philo, donc vraiment la littérature absolue, quoi, tu vois. Et donc, est-ce que c'est pas ce trait, ce portage inconscient des lettres, de l'histoire, de la littérature qui traverse des générations, même si c'est inconnu et pas connu, parce que c'est une découverte de cimetière, quoi. Finalement, pas si ancienne que ça. Vous voyez, donc je pense qu'il y a des choses qui restent aussi dans peut-être notre façon de les choses qu'on n'aime pas. Par exemple, moi je sais que Toulonnais, évidemment, je suis rugbyphile. Mais en venant à Marseille, j'aime l'OM, pas de blague. J'ai pas d'état d'âme là. Et d'ailleurs, le seul club que je regarde, c'est l'OM. Je m'en fous du foot, mais l'OM, je regarde. Et donc, surtout que quand je suis arrivé à Marseille, c'était Manusson Scoblar, et j'ai eu un repas avec Scoblar et Manusson, quoi. J'ai déjeuné, j'ai soupé avec eux un soir, avec Didier Deschamps qui adore le foot, qui adore le rugby, qui est bâillonné, lui, qui adore le rugby. Donc, tu vois, il y a vraiment comme ça des trajectoires incroyables. Et donc, le rugby, par exemple, notre fille, la normalienne, elle hurle sur les stades en perdant toute contenance. Tuez-les, assassine-le à l'arbitre. Tu vois, la normalienne en philo, tu vois. Donc ça veut dire qu'elle a des gènes quand même, tu vois. Et donc je crois qu'il y a des choses qui se transmettent dans les goûts, dans les plaisirs, dans les émotions aussi. Par exemple, dans le livre, je parle d'une gosse suicidaire et qui va sauter, quoi, qui est en train de penser de sauter par la fenêtre, quoi. Et à ce moment-là, son portable sonne. Et c'est son grand-père qui est à l'IPC, à Paoli Calmette, et qui va mourir. Et qui dit, tu sais, j'ai fait un serment avec mon frère de vivre à sa place les printemps qu'il ne vivra pas. Et je voudrais maintenant que je vais mourir, que tu vives les printemps à ma place. Et elle ne saute pas. Tu vois? Je trouve ça merveilleux, quoi. Je trouve ça merveilleux de ce grand-père préoccupé par elle, parce qu'il lui téléphone, certes parce qu'il n'est pas bien, mais aussi il est préoccupé.
Alors que moi, avec la mienne, une petite fille, je suis plutôt pas... Par exemple, ses parents lui interdisent l'éclair au chocolat. Dès que je vais la chercher à Paris, quand je vais la voir, je lui achète un éclair au chocolat. Et elle me balance, dès qu'elle arrive, elle dit « Papy m'a payé un éclair au chocolat ». Je me fais assassiner. Mais je m'en fous. Je transgresse. Un grand-père, c'est transgressif. Alors, toutes ces histoires que vous contez merveilleusement dans votre autobiographie. Moi, il y a une phrase qui m'a particulièrement touché, c'est « Il n'y a pas de vie minuscule ». Il n'y a pas de vie minuscule. Oh, c'est Charles Gardou, ça, ouais. Et ça, il n'y a pas de vie minuscule. Et ça, j'aimerais que vous en parliez un peu, parce que moi, je sais que personnellement, ça me touche. Et j'aimerais que vous expliquiez un petit peu. Alors, je vous remercie de cette question, parce que je dois dire que dans ma carrière, quand tu as un diplôme universitaire, tu crois que tu es neuropsychiatre, tu crois que tu es psychiatre, et tu ne l'es pas. C'est la clinique qui te forme, c'est les patients qui te forment. Le diplôme universitaire, c'est un permis de conduire, mais tu ne sais pas conduire quand tu as le permis de conduire. Hein. Tu apprends en conduisant. Et donc, la psychiatrie s'apprend, à mon avis, par la clinique et pas par la théorie. D'ailleurs, c'est la clinique qui permet de comprendre la théorie. C'est plus compliqué que ça. La théorie prend sens à partir de la clinique. Et les parents d'enfants en situation de handicap m'ont beaucoup, beaucoup aidé à comprendre, quoi. Déjà, ils m'ont permis de comprendre une imbécilité dite souvent par les pédopsychiatres, éliminer de votre esprit l'enfant imaginaire qu'il aurait été ou qu'elle aurait été si elle n'avait pas d'handicap. Ils ne peuvent pas éliminer l'enfant imaginaire. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils s'harmonisent avec l'enfant réel en situation de handicap. Et quand Charles Gardou dit « il n'y a pas de vie minuscule », c'est qu'il a eu une petite fille qui a un syndrome de Rett. Et il dit, Charles Gardou, qui est prof à Lyon de pédagogie, elle m'a beaucoup appris. Son handicap m'a appris, quoi. Et moi, je trouve que c'est génial. Et je pense, dans le livre, je cite une famille. Et là, à cette époque, c'est Jean-François Mattei qui travaillait avec moi, qui n'était pas alors ministre de la Santé, mais qui était généticien à l'hôpital Nord, quand la Timone n'existait pas, tu vois. Bon. Et il me confie deux enfants présentant une dyschromosomie, une fragilité du chromosome X. Puis il me dit, Jean-François, il me dit, voilà, tiens, ce sont deux enfants, ça évolue avec un retard de langage et ça évolue vers un déficit profond. Je dis, tu permets, Jean-François, que je m'occupe d'eux et que tu ne me dises pas la prédiction et que je puisse travailler avec eux. Un des deux enfants confirme le diagnostic de Mattei. Un autre, il est dans un ESAT maintenant et plutôt bien évolué. Et les parents, que j'ai suivis plus de 15 ans, tu vois, avec ces gosses, que j'ai suivis longtemps, sont devenus des amis, quoi. Et puis la mère, au bout de longtemps, elle a eu une nouvelle grossesse, elle ne voulait plus avoir d'enfants, ayant deux fois des enfants en situation de handicap. Et là, à la myosynthèse, à la c'est une fille, donc pas porteuse de l'anomalie chromosomique. Et ils viennent me voir, ils me disent, Ruffo, on va l'appeler Marcel. Je dis, non, ne lui créez pas un handicap de plus. Et donc, ils ont mis Marcel en deuxième prénom. Je voulais parler un petit peu de... Vous faites votre métier depuis longtemps maintenant. Vous avez vu Marseille changer. Vous avez vu les générations d'adolescents se succéder. Est-ce que c'est différent aujourd'hui de soigner et d'aider un adolescent en 2023 et par rapport il y a 10, 15, 20 ans? Est-ce que les 40 ans est-ce que finalement nos adolescents, moi je suis papa aussi d'une adolescente, est-ce que nos enfants ils sont si différents en fait? Alors, ce qui a changé, je crois, ce sont les familles. Les familles sont beaucoup plus tolérantes qu'avant. Il y a un extraordinaire progrès des familles. Notamment les nouveaux pères, ils nous mettent le rouge au joug, quoi, tellement ils sont bien par rapport à ce qu'on était, quoi. Les nouveaux. Regardez, par exemple, dans le congé paternité, là, ils prennent leur congé paternité dans les premières semaines pour soutenir leur épouse qui vient d'accoucher. Ils sont extraordinaires. Mais cette démocratie familiale augmentée a sans doute un effet pervers, c'est-à-dire que tout est permis. La démocratie entraîne au contraire le désordre, quoi. C'est très curieux, hein, ce que je dis. On dirait que trop de démocratie
supprime la notion d'autorité. Or, l'autorité, ça autorise, quoi. Je suis désolé. Dire non, de temps en temps, ça permet de dire oui, quoi. Et on est dans une société qui ne supporte rien, quoi. On le voit hein, à tous les niveaux. Politique, social, artistique, sur la toile. Moi, par exemple, il y a quelque temps, une grand-mère me pose une question en me disant, voilà, je suis gêné avec ma petite fille parce qu'elle me dit qu'elle me trouve très laide et qu'elle voudrait que je meure. Alors je dis, ben, dites à cette chipie que tant qu'elle dira ça, vous la verrez plus, quoi. Pareil, une réponse banale d'un pédopsie normal. Sur la toile, n'écoutez plus Ruffo, il crée un sévice, vous vous rendez compte de ce qu'il crée au niveau de cet enfant? Oh, accidenti. Et donc, sur la toile, je me suis mis à réagir. Il y a notamment une fille dont le logo, tu vois, le tweet, parce qu'ils sont courageux, ils sont anonymes, tu vois. Elle dit, où t'as trouvé tes diplômes, toi, dans une pochette surprise? J'ai dit, et toi, grosse conne, chauffeur de taxi, ton permis, tu l'as eu avec des bonbons, tu vois. Non. Je suis aussi bête qu'elle, tu vois. Je suis capable d'être aussi idiote que ta taxi, la taxi, moi, tu vois. Donc, mais en même temps, tu vois, il y a le fait aussi que cette permissivité interdit toute possibilité d'autocritique, quoi. C'est ça, moi, que la majeure difficulté que je vois dans notre temps, c'est l'autocritique. Il y a un autre phénomène qui date il y a deux phénomènes qui sont aussi majeurs. C'est ce satanivirus, quoi, qui a supprimé la scolarité pendant 40 jours en mars 2020. Or, tu ne vis que par la bande. Les adolescents, notamment, ont été très attaqués par ça. J'étais scandalisé sur les chaînes de télévision quand ils disaient, regardez, ils sont inconscients, ils sont dans les bords de Seine, ils boivent des bières, mais ils sont normaux, ils se retrouvent en groupe, en bande. C'est ça l'adolescence, quoi. Et puis, il y a aussi un autre phénomène de la violence, le passage à l'acte, qui maintenant est presque intergénérationnel, quoi. Il n'y a plus rien qui est à ce niveau-là. Et la violence, on vit dans un monde ultra-violent. L'Ukraine en est un truc incroyable, quoi. L'Ukraine, l'écologie, les feux, tu vois, les faits divers, toujours négatifs. Il y a toujours un fait divers qui remplace un autre, de plus en plus horrible, quoi. Comme s'il y avait un goût morbide aux faits divers morbides, quoi. Pourvu que ce soit encore plus grave la prochaine fois. Et je trouve que les adolescents, dans tout ça, on leur vole un peu leur capacité de critique. Il y a quelque temps, les députés m'avaient demandé un exposé à la Chambre des députés sur les nouvelles générations, justement, sur ça. Alors, j'ai fait une proposition à la Chambre des députés qui a été très mal vécue, je vous l'ai dit. Je dis, voilà, moi j'ai une proposition à vous faire pour les jeunes générations. Je voudrais des quotas, pas pour la migration, mais des quotas par exemple, imaginons que les adolescents, ce soit les adultes jeunes de 18 à 30 ans, ce soit 25% de la société française. Il y aurait 25% de députés de cet âge-là, quoi. Les députés ont tourné la tête, quoi. Ils ont tous 70 ans, quoi. Et pourtant, une représentation nationale par représentation d'État, d'âge, ça serait drôlement sympa, tu vois. Parce que tu t'identifierais à ton député. Ton député, ça serait aussi toi, quoi. Alors que là, ton député, c'est Déguin, quoi, comme on dit à Marseille. Je ne sais pas si Déguin, c'est du Toulonnais ou du Marseillais, parce qu'il y a des différences dans nos dialectes. Hein. Déguin, ça peut être Marseillais, mais par exemple, si vous montez sur ma Vespa derrière, vous allez me dire « chale-moi ». Et nous, on dit « camboule-moi ». Tu vois, il y a quand même des... C'est pas tout à fait pareil. « Camboule-moi », c'est du Toulonnais, « chale-moi », c'est du Marseillais. Justement, pour revenir au Covid, moi je l'ai vécu personnellement avec mes enfants. C'est vrai que cette espèce d'asphyxie sociale, en fait, qu'ont vécu ces grands enfants, ces adolescents, est-ce que les conséquences, elles seront visibles encore pendant longtemps? Est-ce que ça va les marquer à vie, en fait? Alors, oui, je crois que ça, c'est la réponse, je ne peux pas la donner. Il faut que des études se fassent sur 10-15 ans. Hein. On ne va pas recommencer comme la l'HIU, hein. On va pas refaire le drame de mon ami. Bon. Donc, je veux dire que l'idée, c'est que, par exemple, on a une recrudescence. Il y a deux faits. Il y a une recrudescence des idées suicidaires. Je dis idées, hein. Je ne dis pas suicide.
25 à 30% des adolescents ont des idées suicidaires. Alors que normalement, l'adolescence, c'est 10 à 14%. Donc déjà, c'est 15% en plus, c'est pas 30% en plus. Et puis, il y a une reconnaissance aussi des phobies scolaires, des refus scolaires anxieux. Ça représente 7% des consultations de pédopsychiatrie et 40% des consultations de pédopsychiatrie au Japon. Alors pourquoi au Japon? Plus une société est rigidifiée, plus sans doute l'école pose problème, quoi. Et notre école française de l'excellence, quoi, de la pyramide de l'excellence, pas assez transversale, peut-être qu'il faudrait qu'elle se modifie, mais transformer le mammouth, c'est quelque chose de complexe. Et Dieu sait, si moi je suis un fan des enseignants, j'étais hier dans un lycée, là, j'étais au lycée Monte Cristo avec un groupe d'enseignantes géniales, quoi, qui viennent travailler dans mon institution, là, à la Peine-sur-Yvonne, avec les adolescents phobiques scolaires, pour leur redonner le goût de l'école. Ça s'appelle parfum d'école. C'est pas de la scolarité, avec les phobiques scolaires. Et ce qui s'est passé, et c'est génial, un certain nombre sont passés de « je discute avec toi alors que je ne veux pas aller à l'école » à « si je travaillais mes épreuves anticipées ou du bac ». Ils sont passés de la non-scolarité à la scolarité. Donc vous voyez, c'est... Parce que pour être heureux dans la vie, il y a deux cariatides. Hein. Cariatide de Puget, dont les cariatides de Puget sont à Toulon. Hein. Les cariatides du grand sculpteur Puget sont à Toulon. Et les cariatides de Puget qui tiennent le fronton de la mairie de Toulon, sur le port de Toulon, devant Cuverville, la statue en bronze qui montre le large. Il faut aimer et travailler, mais il faut travailler aussi. Le travail est essentiel et pour aller dans un truc qui n'a pas été assez évoqué dans le débat national des 14 manifestations successives contre la réforme des retraites, là, il y a un truc qui n'a pas été étudié, mais une épidémiologie assez passionnante de maladies et retraites, quoi. Est-ce que, parce que dans la discussion des opposants à cette réforme, il y a beaucoup de gens qui disent mon père a eu sa retraite à 62 ans, il est mort un an après ou 6 mois après, etc. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un comparatif avec des pays dont la retraite est plus éloignée que notre âge légal et la morbidité au niveau de l'apparition de maladies? C'est intéressant pour moi, ça. Est-ce que dans le fond, quelqu'un qui aime son métier, il ne pourrait pas avoir le droit de le continuer, et celui qui n'est pas à l'aise dans son métier, il pourrait prendre sa retraite quand il veut, quoi, avec les conséquences au niveau de ses droits qu'il assumerait, quoi, qui ne serait pas groupal, mais individualisé. Est-ce qu'on ne pourrait pas retourner à une individualisation du débat? Et j'ai jamais entendu ça. Alors, je m'en suis pas mêlé, parce que si je dis ça à la télévision, t'imagines sur la toile ce qui va se passer après. Espèce de macronisé, tu vois. Mais c'est pas ça le thème. Le thème, c'est vraiment une réflexion scientifique, quoi. Moi, tous mes camarades de la fac, hein, je pense à un en particulier, un de mes amis les plus chers, quoi. Il me dit, tu sais, Marcel, tous les jours, je rêve que je vais opérer, quoi. Tu vois, tous les jours, la nuit, Et tu vois, et pourquoi il n'est pas au bloc, ce mec, un peu comme les sages africains, en informant les neurochirurgiennes, il n'opère plus, mais il est à côté, il dit, tiens, là, moi, je faisais ça. Tiens, je te conseille ça. Ou voilà ce que je pense de cette tumeur que tu es en train d'éradiquer du cerveau de ton patient. Tu vois, un truc de tradition comme les sages africains, comme le groupe africain qui permet aussi que ce trésor des connaissances anciennes n'est pas éliminé sur un âge légal de la retraite, quoi. Tu vois. Et donc, c'est un débat... Moi, je trouve que le débat qui a été ponctuel mérite un élargissement plus philosophique, sémiologique, sociologique, tu vois, hein, multifactoriel plutôt que uniquement... tu vois. Et Dieu sait si respect pour les syndicats, mais si les syndicats ouvraient aussi ce sort de débat, tu vois, ou l'opposition à tout ça en disant réfléchissons plus en avant, qu'est-ce que ça représente, quels sont les bénéfices
psychologique aussi, tu vois. Quels sont les bénéfices psychologiques? Alors, bien sûr, dans ce que je dis, il y a eu la pénibilité. C'est une évidence ce que je dis. Mais après, si tout est pénible, tu vois, si travailler c'est pénible, c'est pas le travail, c'est pas pénible. Il y a les travaux pénibles et le travail n'est pas pénible. Tu vois, c'est vraiment toute une sémantique assez passionnante. Bon, j'ai changé de sujet, désolé. Non, mais c'est un plaisir de vous écouter. Alors, justement, plusieurs fois, c'est revenu dans votre discours. Vous parlez justement d'Internet, les réseaux sociaux, la réactivité, la méchanceté qui peut s'exprimer justement sur ces réseaux. Justement, en ce moment, on est vraiment dans une série de drames liés au cyberharcèlement, notamment d'adolescentes qui, justement, se suicide suite à du harcèlement qui maintenant devient une espèce avec Internet, qui devient une espèce de cage d'écho, en fait. Vous en parlez aussi, vous avez un cas que vous citez dans votre livre. Moi, je me demande, parce que moi, en tant que parent, forcément, c'est des questions qu'on se pose, parce qu'on se demande toujours si nos enfants nous cachent quelque chose, en fait. On a toujours peur qu'ils nous aient caché, qu'on ne soit pas au courant, parce qu'on n'est pas dans leur téléphone. Non, mais l'Internet, c'est un intrus dans la famille, quoi. L'Internet, c'est quelqu'un qui pénètre au sein des familles. La pornographie, par exemple, qui est le drame de ce truc, ton adolescente ou ton adolescent peut être à la merci d'un pornographe qui dit j'ai ton âge, quoi. Qui accède comme ça à une intimité de manière impudique à la chambre de l'adolescente ou de l'adolescent, quoi. Donc là, évidemment que c'est dommageable et que c'est redoutable et que les moyens de le contrer, quoi qu'il en soit, des propositions de loi sont bien complexes. Parce que les adolescents sont plus à l'aise dans la manipulation de ce système de communication que les adultes. Alors, en même temps, purée, c'est leur mode de communication, hein. Est-ce que maintenant, on attaque à l'imprimerie et on en revient aux monocopistes qui écrivaient les évangiles en les recopiant? Est-ce qu'on attaque Gutenberg? L'imprimerie, ça a modifié, ça a supprimé les monocopistes qui renouvelaient l'évangile sans arrêt, quoi. Et alors, il y a aussi des choses très très intéressantes sur la toile. Savez-vous, par exemple, que lorsqu'on a plus d'amis virtuels, on a plus d'amis réels après? Ah, c'est drôle. C'est-à-dire que c'est propédeutique de la relation amicale. Savez-vous que 70% des relations amoureuses s'initient sur la toile? Alors, qu'on va faire? On va supprimer ça. Savez-vous aussi que, par exemple, ce que vous dites, qui est très juste, de la méconnaissance des parents. Par exemple, lorsqu'un enfant échoue et s'il joue à un jeu en réseau et qu'il devient fort dans ce jeu en réseau, narcissiquement, c'est utile, hein. Je brille alors que je ne brille pas dans la réalité. Je brille dans le virtuel alors que dans la réalité, je suis une truffe, quoi. Et donc ça compte. Et donc, moi, je dis que est-ce qu'on ne pourrait pas voir le grain plutôt que l'ivraie, tu vois? Est-ce qu'on ne pourrait pas tamiser un peu tout ça et ne pas diaboliser l'outil bien sûr en étant attentif à ce que j'ai dit sur la pornographie, hein, avec des sanctions redoutables. Alors, sur le cyberharcèlement, il y a un autre phénomène marquant de notre temps, c'est la grossophobie, quoi. Le cause numéro 1 de harcèlement, c'est le gros ou la grosse. Et le cyberharcèlement, c'est terrible parce qu'une fois que tu es posté, parce qu'il y a un morceau de chair qui dépasse, parce qu'on a vu ton ventre de profil, c'est viral et sans arrêt, tu seras attaqué. Alors en même temps, les gosses qui se suicident, est-ce que dans la pratique pédopsychiatrique, le cyberharcèlement, c'est pas un signe aussi? Est-ce qu'il ne faut pas s'y attacher? Est-ce qu'il ne faut pas dire, est-ce que tu es embêté sur la toile, quoi? Est-ce que tu as des ennuis sur la toile? Plutôt que laisser la victime isolée dans son rôle de victime qui n'ose pas et qui a honte de le dire. Est-ce que ce n'est pas au contraire un travail au niveau des amis en disant, tu n'as pas d'ennui là sur tes réseaux sociaux, hein? Il n'y a pas des gens qui t'ennuient? Est-ce que
Ça va bien, tu as pas honte de toi, tu n'as pas des gènes vis-à-vis de toi. C'est-à-dire que. Et puis de temps en temps, moi je demande aux grands-parents d'aller jouer sur des jeux en réseau avec leurs adolescents. Et comme ça, l'autre jour, j'ai eu un grand-père qui m'a dit, oh, c'est redoutable, vous m'avez proposé, hein. Je suis devenu addict, maintenant je joue sans arrêt. Moi. Donc, et en même temps, c'est ludique, vous voyez. Quand le grand-père a dit, purée, il est bien ton jeu. Hein. Le jeu diminue. Hein. Et d'ailleurs, après le garçon dit, oh bon, mon grand-père, il joue un peu trop, moi je vais un peu diminuer. Tu vois, il y a des effets comme ça. Parce que dans le fond, si on était adolescents tous et toutes, on y serait sur les réseaux sociaux. Hein. On y serait. On n'échapperait pas à ça. Et donc, c'est aussi en sortir pour l'autre phénomène marseillais, c'est le hashish. Hein. C'est un phénomène marquant de notre ville. Hein. C'est vraiment Toulon aussi, enfin le sud, les banlieues parisiennes, les banlieues des grandes villes, maintenant les villages, la campagne, qui échappe plus à tout ça, à tel point que je me demande si je ne vais pas avoir en consultation un adolescent qui fume pas, tu vois, parce que c'est tellement rare maintenant un gosse qui n'a pas tiré un coup un pétard à une soirée. Alors, là encore, faire ça. Par contre, 10 pétards avant d'aller au collège le matin, ouais. Vous voyez, le bon. Dans un cas, il y a une addiction. Dans une autre, il y a être d'un groupe, quoi, et transgresser avec le groupe. Au Neptunian, où on buvait du casa, quoi, tu vois, un peu trop. C'est la mienne, c'est la tienne, tourner, 4, 5 tournées, 5, 6 casas, c'est beaucoup. C'est beaucoup à 17 ans, hein, tu vois. C'est interdit, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est transgresser, quoi. Et puis, ils transgressent d'autant plus avec le hashish que nous, on transgresse avec l'agnole. Hein. La transgression des adultes, c'est le vin, les apéros, et la transgression des adolescents, c'est l'herbe. Et donc, comme c'est transgressif et comme c'est pas de la génération, ça n'a plus d'intérêt. Donc, vous voyez, il y a un niveau de... Alors, faut-il dépénaliser ? Il faudrait dépénaliser pour les gosses qui risquent rien. Parce que moi, je vois toujours des gosses qui partent en vrille à cause du hashish, quand même. Hein. Ça exprime des fragilités. Hein. C'est une saleté. Hein. On est d'accord, c'est une saleté, ce produit. Et puis, en plus, je veux dire, être abruti, avoir une tronche de couillon, être un couillon... Est-ce que c'est le rêve, quoi ? Plus je suis couillon, plus je suis content. La cocaïne, c'est autre chose. Ça se répand beaucoup. C'est avoir tous les pouvoirs. Et puis, il y a tous les succès d'année des produits qui sont légion et qui sont 10 à 15 fois plus puissants que l'herbe, que toutes ces histoires. Le protoxyde d'azote qui se commande sur la toile, quoi. Donc, le crack, tu vois, purée, je veux dire, c'est vrai que l'adolescence, c'est un moment des addictions aussi, hein. C'est le moment favorable aux addictions. Et donc la drogue utilise le terrain sensible et favorable des adolescents pour s'exprimer, quoi. Et donc, il faut, dès qu'il y a une souffrance, et la souffrance, ça peut être, je vous donnais une piste pour les parents ou les grands-parents, ça peut être parfois une dépression hostile. Quand on est mal ou quand on est déprimé, on s'effondre. L'adolescent, quand il est hostile, c'est qu'il est déprimé. Un adolescent qui devient hargneux, agressif, etc., c'est qu'il ne va pas bien, quoi. Tu vois ? Parce qu'il peut ne pas vous calculer, comme ils disent, ou dire « lâche-moi, tu me prends la tête ». D'accord, tu me prends la tête, regardez. C'est incroyable, hein, comme expression. Vous vous rendez compte ? La volonté de liberté et la prise de tête, tu me prends la tête. C'est vraiment, tu me laisses pas libre, quoi. Tu n'es pas libre. Après, en même temps, les parents, il faut qu'ils sachent qu'il faut se séparer pour en dire. Il faut laisser un peu les gens... Il y a aussi les conduites à risque à l'adolescence, qui font partie aussi de la toxicomanie. Tu vois, conduite à risque, ça fait partie aussi d'un trait naturel et normal à l'adolescence. Il y a un petit fil rouge dans votre ouvrage. Souvent, vous avez parlé dans les cas, vous parlez de la fusion, en fait. Là ? La fusion entre la maman et l'enfant, en fait. En quoi cette fusion, justement, à un moment donné, elle peut être problématique, justement, pour l'enfant ? La fusion les mères ont un avantage énorme sur les pères, quoi. C'est qu'elles ont porté in utero l'enfant, quoi. Et elles ont un lien organique avec l'enfant. Elles l'allaitent, par exemple, quand elles l'allaitent,
par exemple, quand un bébé naît, quoi, c'est assez fabuleux, hein. Dans les premiers jours, il reconnaît l'odeur de sa mère, le goût de son lait, le son de sa voix. Et puis il reconnaît aussi la façon qu'elle a de le prendre au bras, en s'ajustant avec le dos, le dialogue tonique. Donc vous vous rendez compte la corporéité, le rapport corporel mère-enfant, quoi. Et d'ailleurs, on le ressent tous et toutes quand on perd sa mère. Je veux dire, on perd quelque chose de plus que perdre son père, et quelle que soit la souffrance qu'on peut avoir. On perd un morceau de nous, quoi. On perd un morceau de notre existence physique, quoi. La mère a cela. Et donc, la fusion, surtout si le petit est fragile, les mères repèrent bien un enfant fragile et vont fusionner d'autant plus. Elles vont comprendre beaucoup plus tôt que les psys la fragilité de ce gosse, et elles vont le soutenir trop en suppléant à tous ses manques, quoi. C'est pas critique dans ma bouche, hein, mais c'est qu'elles ont repéré très tôt une difficulté qu'elles essaient de suppléer par un plus grand en bercement, encerclement, quoi. On dit étouffer, n'est-ce pas? Étouffer ses enfants, avoir une mère qui justement surprotège ses enfants, en fait. C'est mieux qu'une mère qui s'en déteindrait. Il vaut mieux avoir une surprotectrice qu'une mère qui s'en fout, hein. Ça, c'est difficilement curable, par contre, hein. Le fait d'une mère qui n'a pas d'intérêt pour toi ou qui préfère le chouchou, le frère ou la sœur, ça, c'est évolutif, hein. Dans les fratries à 60 ans, tu as encore quand ils se réunissent, on dit que tu étais le chouchou encore, hein. C'est pas de rigolade, hein. C'est l'opinion des parents, parce que les enfants observent, hein. Ils observent ce qu'on pense d'eux, quoi. On croit qu'ils nous observent. Et ne parlons pas des pédopsychiatres. Moi, les adolescents, je sais que quand je les vois, je suis en consultation, ils m'observent, hein. Ils voient ce que j'ai dans le cornet, hein, le mec, hein. Il me provoque, il dit rien, il hausse les épaules, hein. Il fait semblant de ne pas écouter, il prend son portable, tu vois. Alors, ça me régale. Plus il fait ça, plus je suis content. Alors, si vous le voulez bien, on va passer un peu à une partie question, en fait. Allez. Donc, je vais faire... on va vous déplacer ou je passe le micro? Je me déplace. Ah, je me déplace, ça me plaît. Comme ça, je me désankylose. Allez, première question. Première critique. Ah. Il y en a une? Ah. C'est moi le plus près, alors. Allez, d'accord. C'était un plaisir de vous écouter. Et j'ai bien aimé votre remarque, l'histoire quand vous parliez de votre famille et du fait que les morts vivaient à travers les évocations. Et du coup, c'est vrai que ça m'a fait penser à ma tante qui vous connaissez, qui était psychologue. Et voilà, et Amélia Massoulier. Et ça me fait plaisir de vous en parler comme ça. Mais voilà. Et après, en fait, j'ai trouvé intéressant quand vous avez parlé aussi de l'évolution de la psychiatrie et d'aller vers les thérapies cognitives et comportementales. Et du coup, en fait, j'aurais aimé savoir un peu comment... ce qui vous gêne, c'est le côté qui devient très scientifique, ou c'est justement plus la perte de récit dont vous parliez tout à l'heure? Non, moi, je ne suis pas contre les nouvelles techniques en psy. Ça dépend plus du choix du patient, finalement, et de sa famille, vous voyez. Il y a des gens qui sont plus à l'aise dans les thérapies cognitivo-comportementales, des patients aussi, et puis d'autres, au contraire, qui sont plus psychopathologiques, narrativité, etc. Mais je crois qu'il faut être démocrate dans les indications, quoi. Par exemple, moi, très souvent, dans les somatisations, lorsqu'un gosse a une conversion somatique, c'est-à-dire qu'il a des signes organiques sans maladie, je préfère les médiations corporelles aux psychothérapies. Je préfère sophro, yoga, relaxation, hypnose, tu vois. Et donc, on a une panoplie d'indications. Et il faut créer une alliance, une compliance avec le sujet et sa famille pour voir ce qui est le mieux pour lui. Et puis après, on change d'avis. Si ça ne va pas, on peut redire, on verra dans quelques temps ce qu'il en est. Les nouvelles techniques, ce qui n'est pas bien dans les positions, c'est les positions péremptoires radicales, quoi.
de dire c'est ça ou rien, tu vois. Ou alors, non, je ne peux pas vous voir, moi, c'est pas, je peux rien pour vous, tu vois. Une sorte de rejet sur une position qui fait que le psy n'aurait pas analysé ses propres contre-transferts ou son propre vécu. Il y a des psys qui ne sont pas finis, hein, ça arrive, hein, j'en ai connu. Hein. Donc, ces psys-là, il faut faire gaffe parce que. Ou alors le psy-attitude, le psy qui croit qu'il a compris, alors que il faut dire aussi de temps en temps, j'ai rien compris, je comprends pas, il faut qu'on se revoie, c'est pas clair pour moi, désolé, je suis pas en forme. Enfin, on peut pas dire comme ça, mais de dire aujourd'hui, ben, j'ai pas eu beaucoup de choses à te proposer, peut-être qu'on verra mieux la prochaine fois. Tu vois, de laisser comme ça un espace transitionnel à la Winnicott dans la consultation entre soi et le sujet qui vient te consulter et les parents. Tu as des parents, par exemple, qui sont opposés, par exemple, à une hospitalisation. Ben, il faut dire, ben, alors, moi, je crois qu'il faut, mais bien sûr, et même, je vais même plus loin, dans les hospitalisations, je demande toujours l'acceptation de l'adolescent ou de l'adolescente, quitte à pas le faire alors que je pense qu'il faut. Parce que si j'hospitalise contre sa volonté, qu'est-ce que ça va donner, tu vois de même que la question très encyclopédie médico-chirurgicale de l'anorexie, moi j'ai jamais supprimé les enfants et les parents d'anorexiques et j'ai jamais supprimé l'école. Parce que je trouve que c'est pas bien de supprimer les parents des anorexies. Parce qu'ils sont forcément coupables. Si la voit plus et qu'elle va mieux, c'est eux, donc hein, on est d'accord. Et non, c'est on travaille ensemble. On travaille ensemble, on discute ensemble, on échoue ensemble même. On échoue ensemble. On est manipulé ensemble. C'est une sorte de modestie, de transversalité qui est ça. C'est ça ma réponse aux différentes techniques. Est-ce qu'on rationalise la guérison? Comment peut-on rationaliser le processus de guérison? Puisqu'on dépend chaque fois. Oui. Alors la guérison d'abord appartient au sujet. On peut dire qu'on est là pour améliorer ou soutenir. C'est des cariatides de Puget, vous voyez. En fait, toutes les techniques thérapeutiques sont des soutiens. Par exemple, moi je dis toujours que là où je suis le plus utile, c'est quand je ne sers plus à rien. Quand le sujet a repris sa voix. Tu vois? Et de dire maintenant, bonne route, comme disaient les psychanalystes avant. Tu vois? Et donc c'est ça qui compte. C'est l'idée que tu es là en soutien pour relancer la machine. Et après, d'ailleurs, le sujet sur l'interprétation. L'interprétation, le psy a interprété, mais ça ne compte pas. Il faut que le sujet comprenne ce qu'il a interprété. L'interprétation, le psy n'est pas propriétaire du vécu du patient. Le patient est propriétaire de son vécu. Et dans les défenses, dans les barrières qu'il met pour ne pas comprendre, le psy soulève un peu la barrière, mais c'est l'autre qui met la barrière à la poubelle après. C'est pas le psy. C'est le travail du sujet est fondamental, quoi. Oui. Vous parliez du harcèlement scolaire. Oui. Parlez dans le micro, sinon on ne vous entend pas. Est-ce que vous auriez une méthode pour conseiller aux écoles pour que ça s'arrête? Alors, le harcèlement scolaire, il y a. Alors, moi, j'ai été le Premier ministre qui en a parlé. J'étais là comme expert, enfin bref. Et après, tous les ministres de gauche et de droite ont renouvelé le dispositif. Actuellement, il y a un procédé qui s'appelle le procédé phare. C'est quoi? Je vous explique. Phare, il y a un groupe d'enseignants, 4-5, qui sont volontaires non payés. C'est peut-être le point faible du système. Il faudrait qu'ils soient payés. Ce serait normal qu'ils soient payés, d'ailleurs. Donc, non payés, qui désignent des ambassadeurs, des enfants, qui donc, après, aident les harcelés, in situ, dans les cours de récré, etc., les ambassadeurs. Et il manque dans le dispositif un truc, à mon avis, essentiel. Il y a des associations qui viennent, mais il n'y a pas assez les parents, quoi. Il faut désanctuariser l'école et que les parents viennent dans le groupe ainsi créé contre le harcèlement avec les enseignants, ce groupe d'enseignants payés, j'insiste, les ambassadeurs, les associations et les parents, et ensemble. Et plus les parents seront là à partie égale avec les enseignants, les adolescents et les associations, plus la situation s'améliorera. Parce que comme ça fera groupe, et puis on peut espérer que les ambassadeurs, les gosses qui ont eu des ambassadeurs, des gosses harcelés qui ont été défendus par les enfants, seront moins bêtes ultérieurement avec leurs propres enfants dans la scolarité. C'est un projet d'avenir. Pardon, mais parlez. Il faut que vous le fassiez savoir, ça. Il faut que vous le fassiez savoir dans les écoles. Parce que les parents se trouvent seuls. Moi, je vois la télévision, ils sont seuls. Mais il va y avoir une émission sur la 6 que j'ai enregistrée avant-hier là-dessus. Donc en septembre, là-dessus.
Mais c'est un problème, si vous voulez. Il y a 60% des établissements qui ont adopté le projet phare. Mais c'est pas adopté, c'est bien, mais quelle est la réalité? Enfin, moi, je crois qu'il faut l'évaluer très précisément. C'est un projet qui, en soi, est intéressant, je ne discute pas de ça, mais il faut voir quels sont les résultats. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que c'est simplement administratif, j'adhère au projet comme ça, l'inspectrice ou le recteur me casse pas les pieds, ou je le fais? Et la place des principaux et des proviseurs est essentielle. Essentielle. Il faut vraiment que la fille ou le garçon y croit pour entraîner son équipe éducative dans le processus effectif du projet. Mais ça, chaque principal est différente et on ne peut pas cloner les principaux sur un modèle unique. En même temps, vous voyez, ça part du principe d'une plus grande autonomisation des établissements. Que les établissements soient un peu plus autonomes sur leurs projets pédagogiques, sur leurs projets de recherche. Il faudrait un peu décentraliser le mammouth. Mais je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale, hein, hélas. Allez. Je voulais revenir sur le processus de guérison. Est-ce que, avec votre expérience, vous avez réussi à déterminer des traits de caractère qui vont qu'une thérapie fonctionne ou pas? Oui. Il y a quelques années, quand je dirigeais la Maison de Solène à Paris, est arrivé Wilkins, qui est un des grands maîtres québécois des grands maîtres de la psychiatrie québécoise. Donc il vient me voir et il vient visiter l'établissement qui est superbe, quoi. Et il me dit c'est quoi pour toi, Ruffo, une anorexie qui est guérie? Exactement votre question. Alors je dis il y a 3 critères. Un jour, elle ne sait plus comment être anorexique. C'est très peu scientifique, mais elle a perdu le coup. Deuxièmement, elle est amoureuse, donc elle a repris un corps sexué et pas un corps asexué, comme les anorexiques souvent, avec les règles et tout le processus qui va avec, les rondeurs, les formes, les seins, etc. Les règles qui les dégoûtent pendant longtemps, etc. Et troisièmement, il faut quand même qu'elle fasse un enfant pour conclure la guérison. Et alors j'ai des exemples comme ça de tas d'anorexiques guéris que je revois 25 ans après. Et elles ont répondu à ce schéma. Avec parfois des gags, c'est-à-dire que elles sont quand même un peu véganes, elles mangent bio, elles ont un peu des particularités. Donc elles vont acheter des pommes de terre avec de la terre dessus parce que c'est bio. Enfin bon, elles sont des ex-anoristiques. Sinon, c'est pas bio s'il n'y a pas de terre dessus. Bon. Et donc, moi, le fils de revendeur de Cour-Lafayette, je vous affirme que... Enfin bon, bref. Alors, je ne veux pas critiquer le bio. Je vais encore me faire assassiner. Mais par exemple, l'idée, c'est qu'il y en a une qui vient me voir l'autre jour, qui m'amène son petit garçon de 4 ans. Alors, comme je fais souvent, je vois le gosse seul. Je dis, écoute, montre-le-moi. Je ne sais pas pourquoi tu me l'amènes. Et le gosse n'a rien, tu vois. Petit garçon impeccable. Bon. Alors, je la revois, je dis, il n'a rien, ton fils. Il me dit, mais si, vous avez mal examiné ce gosse. Regardez-le d'abord, il est un peu rond. C'est vrai, il est un peu... Oui, il est un peu rond. Mais il a 4 ans, il va faire du sport. Il a 4 ans, on va voir. Elle me dit, non, mais il y a plus grave, Ruffo. Il est gourmand. Et l'autre, il prenait des gâteaux, il faisait, en les mangeant devant sa mère. Il avait compris, ce salopard. Allez. Ouais, je viens. Vous avez un petit peu abordé le problème quand vous avez parlé de vos grands-parents et de l'importance des origines. Voilà. Donc, je voulais savoir un petit peu s'il y avait moyen de rencontrer des thérapeutes, enfin, des psys qui arriveraient à parler de l'importance, justement, de... Il y a tout un courant de psy. Oui, mais... Enfin, celui que je vois, en gros, il me dit que c'est pas valable, quoi. Moi, je crois que j'y crois fortement. Ce que vous dites là, moi, je trouve que c'est un superbe projet pour les maisons de retraite et les EHPAD, etc. Moi, je trouve que des groupes de parole avec les gens anciens dans les EHPAD, ce serait au contraire... parce que c'est quoi la vieillesse? C'est mémoire de fixation qui disparaît au profit de la mémoire d'évocation. Or, il y a, quel que soit le niveau cognitif,
des gens âgés, on peut faire ressurgir chez eux des souvenirs d'enfance. Et donc, il y a longtemps, il y a quelques années, un de mes amis me demande de venir dans une maison de retraite pour faire un groupe avec 6 centenaires, des femmes. Je dis, ça me plaît tellement que j'y vais, à Antibes, tu vois. Donc je dis, ah oui, je viens tout de suite. Et donc voilà, je me retrouve avec ces 6 personnes, pas très loquaces. Elles mâchonnaient, elles ne me regardaient pas, et je dis, purée, qu'est-ce que je vais faire là? Et donc, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il n'y avait pas un mot qui était sorti, tu vois. Et puis alors, je fais le pédopsie. Je demande des feutres et des crayons, et je leur dis, dessinez-moi une maison. Et elles se mettent à me dessiner la maison anthropomorphique, les 2 yeux, le nez, la bouche, le chemin, avec le cyprès phallique, les petites fleurs. Et elles s'échangent après leur dessin en riant. Ça, c'était intéressant. Donc, c'est faire ressurgir quelque chose du passé. Et après, alors, j'ai essayé, et sur 1 sur 6, j'ai réussi. Je dis, elle était où votre maison? Elle m'a dit l'adresse de sa maison d'enfance. 1. Mais c'est pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est une séance. Imaginons une psychologue nommée là, qui recommence avec ses dessins, qui fait un cahier de dessins, et qui sans arrêt enrichit. Quelle fleur tu aimais quand tu étais petite? Est-ce que tu as mangé déjà des coquelicots? Est-ce que tu as mangé du laurier rose comme les troupes napoléoniennes pendant la campagne d'Italie? Enfin, tu vois, donc l'idée c'est de chercher. En fait, je pense que le psy c'est un chercheur de souvenirs, quoi. Un chercheur de souvenirs pour les extraire et fasse que ça devienne sens. Mais c'est une belle question, votre question. Je pensais plutôt notre expérience et notre enfance, etc., par rapport à nos petits-enfants. Enfin, les miens ont déjà presque 20 ans. Hein. Donc, je pense que pour eux, c'est important de savoir qui j'étais, qui mes parents, etc. Bien sûr, mais je pense que... Je ne sais pas comment aborder, quoi. On peut, par exemple... écrire un livre de famille qu'on laisse dans un tiroir, ça c'est bien. Il faut le faire, ça. Un livre de recettes aussi pour les grands-mères, et pas de blague. Ça c'est capital. Hein. Un livre de recettes, un livre mêlé d'ailleurs des souvenirs et des recettes. Tiens, cette recette me vient de ma propre mère, de ma grand-mère. Et les garçons cuisinent. Nous, on a un groupe thérapeutique de cuisine. Les garçons adorent ça. Hein. Ils ne sont pas forcément idiots, hein, le sexe dit fort. Donc, donc, je crois que... c'est Brodel, hein, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas d'avenir si on n'a pas de passé. Le passé, un trésor absolu. Mais il faut laisser des traces, quoi. Il y a Duby qui a dit un truc très joli. Georges Duby, le médiéviste que j'avais l'honneur de connaître. Et j'étais copain avec son fils et j'allais manger chez lui à Méreuil de temps en temps. C'était un personnage incroyable, le grand médiéviste avec le Goff, quoi, qui est toulonnais, lui. Hein. Donc, Duby nous avait dit un jour, il m'avait dit, tu sais, la trace d'un rêve vaut la trace d'un pas. Qu'est-ce que c'est beau, vous entendez ça? La trace d'un rêve vaut la trace d'un pas. Vous avez bien fait de venir, hein, rien que pour la phrase. Allez. Autre question? Oui. Oui. Le problème qui n'a pas été abordé ici, c'est l'enfant qui a été violé. J'ai une amie qui a une fille qui a maintenant 52 ans. Et quand sa fille a eu 30 ans, un jour, elle l'appelle au boulot, elle lui dit « Maman, je sors de mon psychologue et j'ai pu lui dire que j'avais été violée. » Alors, mon amie, elle était effondrée. Et elle a appris que quand sa fille avait 15 ans, elle était vierge et il y a un type, un copain de son père, qui avait 22 ans, qui l'a violée. Et elle a gardé ça secret. Et d'un coup, c'est sorti. Mais à 51 ans, elle croit toujours qu'elle a effacé ça, alors qu'elle empile les problèmes médicaux. Et là, il y a quelques jours, son cardiologue lui a encore dit que les problèmes qu'elle avait eus et qui ont été traités, pour un grand pourcentage, c'était des femmes abusées qui avaient... Et je ne sais pas comment... Enfin, mon amie ne sait pas comment faire pour que sa fille, enfin, arrive à enlever ce poison. Il y a eu énormément de progrès grâce au respect de la parole de l'enfant. Longtemps, ça a été secret, ça a été enfoui dans les familles.
Et même parfois, on disait que la victime était complice de cette horreur, quoi. Tu vois, il y a eu beaucoup de progrès. Et les dernières institutions constantes, le Durand, pardon, a bien montré que la parole de l'enfant est toujours centrale. Moi, c'est simple. Quand un enfant me dit ça, je signale, sans état d'âme. Et il m'est arrivé un truc très très intéressant récemment. Je vois une jeune fille qui me dit que son père lui a tournoyé les seins comme ça, les mêmes longs. Je signale. Il est en garde à vue, et donc elle ne veut plus le voir. Puis, sa fratrie est très en colère parce qu'ils veulent voir leur père. Les deux autres, ils disent pourquoi tu as dit ça? Parce que je dis ça parce qu'il me l'a fait, etc. Quelque chose d'une vraie impudeur scandaleuse. Et j'ai revu le père qui est venu me rencontrer en disant je vous remercie de ce que vous avez fait pour ma famille, j'ai été complètement idiot et impudique. Alors, quand l'agresseur reconnaît sa culpabilité, ça donne un peu plus de chance à la victime. Alors, maintenant, les séquelles que vous décrivez sont malheureusement parfois terribles, quoi, et handicapent toute une vie, quoi. Et il y a des effets séquelaires redoutables. Ce drame de l'impudeur, ce vol de la sexualité, cette sorte de rapt et de vol de la sexualité, risque d'être dommageable au long cours et toute la vie. Alors, bien sûr, il faut sans arrêt accompagner les victimes et toujours relancer des possibilités de soins, de dialogue, de groupes de parole, de groupes aussi de gens qui ont vécu ça avec des niveaux différents d'évolution pour leur donner un peu des appuis, quoi, entre elles, tu vois, ou entre eux. Et je crois qu'il ne faut pas céder là-dessus. Et vraiment, le conseil que je donne à tous mes collaborateurs, moi, c'est aucun état d'âme. On signale, on n'est ni en brigadier mineur, ni juge. Simplement, on porte la parole de l'enfant. Quand un enfant te confie ça, quand les parents me disent on ne veut pas que vous le disiez, je dis non, moi je le dis. Elle me l'a dit, je le dis, quoi. Elle me l'a dit, je le dis, je sais pas. Elle me l'a dit, je le dis. Et c'est capital qu'en reconnaissant les victimes dans leurs paroles, on atténue un peu ce qui se passait avant. Parce que vous parlez d'un temps d'avant, quand c'était mal foutu, quoi, le système. Et donc j'espère maintenant que les progrès du signalement, de l'accompagnement, du respect de la parole de l'enfant, il y aura toujours des histoires séquelaires, mais j'espère moins qu'avant, comme le fait que vous décrivez, quoi. Non, puis on ne croyait pas, puis c'est toi, ne le dis pas. Alors il y a aussi un problème un peu majeur qui reste d'être. Il y a aussi les sévices psychiques qui ne sont pas assez décrits. Tu n'es pas la fille que je voudrais avoir. Je préfère à ta sœur, ou tu n'aurais pas dû naître. Si j'avais su, j'aurais pas eu de deuxième enfant. Bon. Ça s'entend, hein. Ils entendent ça parfois, les enfants, les adolescents. Hein. Et donc ça, si vous voulez, c'est un progrès à faire parce que ça, c'est pas encore très recensé ni très signalé, quoi. Je vois peu de signalements sur sévices psychiques, quoi. Il y en a, hein. Il y en a. Et les sévices psychiques, ça peut être aussi dans notre métier, quoi. Si je dis, moi, à un adolescent, tu me casses les pieds, je ne veux plus te voir, je peux être comptable de fait. Je peux être attaqué sur ce que je viens de dire. Parce que c'est quelque chose qui est un sévice psychologique. Je peux dire que je ne suis pas compétent ou j'y arrive pas. Mais pas je ne veux plus te voir. Pas je te rejette, ok? Tu vois, et pareil dans l'enseignement. En disant vraiment tu es trop nul, écoute, il faut que tu changes d'établissement, tu ne sers plus. Il y a en Corse, il y a un copain qui m'a dit qu'il y avait un institut à Corté à une certaine époque, et une mémoriam, tant mieux, qui un jour le chope, il le prend en face, il dit Dominique, qu'est-ce qu'il y a derrière ces yeux bleus où je crois qu'il n'y a rien du tout? Putain. Il n'a pas oublié, le garçon, hein, que derrière les yeux bleus, il n'y avait rien, soi-disant. Il est devenu ingénieur agronome. Allez. D'aller si loin dans cette réflexion, est-ce que c'est pas pour faire réagir l'enfant parce qu'on n'arrive plus
comment dire, à l'éduquer, à le maîtriser, comment dire, d'être avilissant comme ça, de le dégrader. Est-ce que c'est pas parce qu'on n'a plus de moyens pour arriver à l'éduquer? Enfin, c'est très bas, hein. L'ancien système, mets tes mains en poire et je donne un coup de règle, je ne suis pas d'accord. La calotte, la gifle, c'est quand tu as perdu pied. Hein. Quand tu gifles, c'est que tu perds la maîtrise de toi, quoi. Or, qu'est-ce qu'on demande aux adultes? D'être adultes. Je demande aux adultes d'être adultes, ce qui serait déjà pas mal. Ouais. Et c'est pas toujours bien réparti. J'arrive. Vous inquiétez pas, je me déplace. Ah, d'accord, ça va. Il est plus rapide que moi. Oui. Alors, je vais vous poser une question. Alors, comme il faut dire que c'est ma voisine, je dis c'est ma voisine. Non, plus sérieusement, je m'occupe d'un enfant qui a vécu l'abandon, dont les parents ne sont pas présents, mais pour lui, il a vécu chez sa grand-mère très aimante. Donc, un gosse qui a été abandonné, qui a vécu chez sa grand-mère. Oui, ses parents sont présents, mais ils n'ont pas été là pour lui. D'accord. Donc voilà, il a vécu avec sa grand-mère, aimante. Mais il n'a pas eu les frustrations, il n'a pas eu le non, il n'a pas eu l'autorité. Et comme beaucoup d'enfants, il a du mal à gérer dès qu'il y a un cadre, ça ne marche pas. Et il a un gros problème de gestion des émotions. Voilà. De son émotion, il est en colère, il a tendance à beaucoup se disputer et à se battre. Et bon, ça a été difficile pour lui trouver, parce qu'il y a aussi ce souci-là, de lui trouver un psychologue rapidement. Passer par des structures, pour ça qu'on a été par le privé, parce que je parle du point de vue de l'école, ça a été compliqué. Je voudrais savoir si vous avez eu un peu des enfants justement qui avaient de la colère et qui avaient du mal à la gestion de l'émotion, et notamment avec leur père. Non, mais l'histoire de ce que vous dites, ça ressemble à ce que nous a appris John Bowlby, quoi. C'est-à-dire que quand tu as une mère insécure, Bowlby dit que définitivement tu es mal à l'aise dans la vie, quoi. Tu vois, tu es mal à l'aise parce que tu n'as pas été soutenu par les interactions précoces de ta mère, te reconnaissant comme son enfant. Donc l'abandon est typiquement ça. Hein? Oui, puis oui, elle-même ayant été fragilisée, elle répète parfois, il y a comme ça des séquences familiales très redoutables. Mais vous savez, sur cette histoire d'abandon, il y a le fait que la personne abandonnée, elle a comme seul moyen de trouver des appuis dans la vie de personnes actuelles, quoi. Si on campe sur le passé, on ne va pas pouvoir le reconstruire. On ne va pas pouvoir le reconstruire. Il faut vraiment être dans une position thérapeutique d'actualité. Par exemple, si on voit ce type de garçons et de filles, par exemple, je pense à une gosse, votre histoire me fait penser à une gosse qui a vécu à peu près la même chose, élevée aussi par sa grand-mère, et qui a été hospitalisée parce qu'elle faisait plein de bêtises, d'agressivité notamment. Elle ne savait pas les émotions, elle attaquait vraiment tout ce qui bougeait dans la rue. Elle était très dangereuse comme fille, mais sur ses blessures. Elle blessait pour être blessée, quoi. Elle volait des gens avec un cutter à la main dans la rue. Bon. Et donc, finalement, elle nous dit qu'elle veut travailler dans une boulangerie, quoi. Et on l'envoie, quoi. Et ça se passe bien. Parce que le boulanger et la boulangère l'ont adopté, quoi. Et il n'y a pas vraiment, hein. Et d'ailleurs, ça fait longtemps, cette histoire. Ça va faire plus de 15 ans, ils travaillent toujours, quoi. Et elle me dit, je vais les quitter. Je dis, pourquoi? Parce qu'ils sont vieux et j'ai pas de quoi acheter cette boulangerie. Et ils ont des enfants qui veulent la vendre, sinon, effectivement, il y aurait laissé. Et elle va s'installer auto-entrepreneur. Elle donnera le nom de son commerce, le nom du prénom, des deux prénoms des deux boulangers. Tu vois, bon, ça c'est sympa. Mais il faut donc quelqu'un qui balaie le passé, qui est difficile à reconstruire, hein, je vous l'accorde, pour voir pour un processus d'anticipation, quoi. Bon,
Je signe un peu, je suis un peu crevé là. J'ai un peu... Alors, messieurs, Hein messieurs dames, déjà merci beaucoup. Un grand remerciement à monsieur Ruffo. Merci. Merci. Merci.